Et il y a un mouvement souverainiste fort au Québec, un mouvement nationaliste quand même fort qui a pris de l'ampleur dans les dernières années. Mais quand il est question de Québec, on oublie que ça pourrait être une capitale mondiale. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit une femme toute particulière, puisqu'évidemment, toutes les femmes sont particulières, mais Jacinthe Ève Harel, en plus d'être une femme particulière, vous êtes une femme de droite, en tout cas, c'est comme ça qu'il vous arrive de vous afficher, qu'on vous affiche à votre place également, conservatrice également, ça fait de vous vraiment une femme exceptionnelle. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que je me trompe quand je dis que vous êtes de droite et conservatrice? Oui, absolument. Non, c'est le cas. Je suis de droite et j'ai tendance à avoir des idées conservatrices. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs, question de Sciences politiques 101, conservatisme, être de droite au Québec? Mm-hmm. C'est les grandes questions. De toute façon, vous avez vu, hein, je n'ai pas utilisé « je suis conservatrice ». J'ai tendance à adhérer aux idées conservatrices. C'est différent. Ouais. J'aime pas les petites boîtes carrées. J'aime pas rentrer dans une boîte militante. Je ne suis pas une militante. J'ai été candidate à des élections provinciales à 2 reprises. Mais une fois que la campagne électorale est passée, je ne me considère pas nécessairement conservatrice. J'adhère souvent aux idées conservatrices, mais il y a une distinction à avoir. Pour moi, elle est importante parce que, justement, j'aime pouvoir regarder l'ensemble du portrait, l'écosystème politique, puis souligner des bons coups de différentes idéologies, différentes orientations politiques. Donc, je fais cette distinction-là. Être de droite, être conservateur, encore là, on est dans les étiquettes et on est dans les interprétations aussi. Est-ce qu'on est de droite identitaire, de droite économique? C'est quoi être de droite? Est-ce que c'est absolument être de droite et identitaire et économique? Bref, dans mon cas, ce qui me caractérise particulièrement, c'est que j'adhère aux idées d'économique de droite. Ça, c'est clair pour moi. Je pense que l'État devrait prendre moins de place dans notre vie, devrait moins interférer dans les affaires pour permettre un libre marché, pour permettre aussi la croissance économique. On ne parle pas assez d'économie au Québec, je trouve, ni au Canada d'ailleurs. Mais ça, c'est intéressant, ça. Effectivement, parce que je pense que, et moi, je me sens concerné même quand je vous pose cette question-là qui suit, je pense que la droite et même le conservatisme a été presque aspiré par les gens qui étaient plus identitaires dans les dernières années. Ouais. Et là est arrivé Éric Duhaime, il a comme réveillé le Parti conservateur. Et Éric Duhaime, c'est pas un identitaire, c'est quelqu'un qui se bat pour le libéralisme, pour la droite économique depuis des années. Et là, on dirait qu'émergent des figures, vous en faites partie, depuis quelques années, qui assument et qui revendiquent plus une droite qui se prononce sur l'enjeu économique. Ça, c'est sain dans une société où toutes les idées circulent, finalement. Oui. Puis c'est important aussi d'avoir une droite assumée. Ouais. Je trouve ça intéressant, je trouve ça important. Et oui, parce qu'on le voit, le contexte actuel nous a placés, l'année 2025 nous a placés devant nos failles économiques, devant nos lacunes économiques importantes, que ce soit sur la scène provinciale ou fédérale. Et ça démontre qu'on ne s'est pas assez intéressé à l'économie, qu'on n'en a pas assez parlé et qu'on est, à toute fin pratique, collectivement, non seulement peu interpellé par la chose économique, mais aussi on a une faible littératie économique, collectivement, je dirais. J'ai pas l'habitude de faire ça,
mais avec vous, je trouve que c'est essentiel presque de faire votre biographie parce que, je l'ai dit, c'est particulier une femme de droite qui s'assume, une femme qui est de droite objectivement, mais qui l'assume. C'est-à-dire que vous pourriez être en train de me dire, non, je ne suis pas de droite. En fait, on me situe à droite, on me classe à droite. Et là, on verrait dans votre jeu quand même parce que ça commence à s'accumuler, les semaines, les mois de travail derrière votre cravate que vous ne portez pas, expression. Mais vous l'assumez, ça part de où? Quand est-ce que vous vous rappelez être devenu de droite? Ça remonte à quand? À force de s'inquiéter des problèmes sociaux. Parce que, à la base, moi, ma formation universitaire, elle est en criminologie. Ouais. J'ai commencé ma carrière comme intervenante à la DPJ. Donc, j'ai commencé ma carrière dans les services sociaux. Et je m'intéresse énormément aux enjeux, tout ce qui touche la vulnérabilité humaine. Les enjeux liés aux personnes âgées, les enjeux liés aux enfants, les enjeux liés à la pauvreté. C'est vraiment, ces créneaux-là m'interpellent depuis toujours. Ça vient me chercher dans mes valeurs les plus profondes, les enjeux de pauvreté et tout ce qui est vulnérabilité. Et être pauvre, c'est être vulnérable. Puis on associe ça à la gauche, là, de façon très caricaturale. Oui. Historiquement, oui. Ouais. Historiquement, la gauche s'intéressait aux plus vulnérables, protégeait ou elle souhaitait protéger les plus vulnérables. Donc, à force de chercher des solutions, à force de me questionner sur qu'est-ce qui ne va pas dans notre système, comment on peut faire pour protéger les gens les plus vulnérables, j'ai une grande curiosité et ça m'a mené à toujours, je reviens toujours à la même réponse. On a un problème de création de richesse au Québec. On a un problème de création de richesse au Canada. Donc, à force de vouloir régler ces problèmes-là dans ma tête théoriquement ou dans ma vie ou en parlant politique avec mes proches ou avec mes collègues, j'arrivais toujours à cette conclusion-là. Mais finalement, c'est important de créer de la richesse si on veut avoir un filet social plus important, plus mieux tissé, plus solide. Notamment, donc là, je parle de filet social, mais c'est aussi toute la question de la fierté. Pour moi, c'est une valeur importante pour moi. La fierté, qui on est comme personne, comme individu. C'est important d'être fier, c'est important d'être ambitieux, mais aussi collectivement. En fait, j'ai l'impression que toutes les valeurs qui me sont chères sur le plan individuel me sont chères aussi sur le plan collectif. Je pense qu'on manque d'ambition, on manque de fierté au Québec, au Canada. Et puis, cette recherche de fierté et d'ambition, se traduit toujours, ça revient toujours à la question, il faut créer la richesse, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Si on a perdu l'ambition, si on a perdu la fierté, c'est parce que finalement, on n'a plus les moyens. Donc, ça revient toujours à ça. Mais c'est intéressant parce que vous avez commencé en disant je ne suis pas une militante, moi je suis un esprit libre, je ne veux pas défendre le conservatisme si ça implique de défendre ses travers, d'assumer ses défauts. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui font ça, pas seulement au Québec, mais dans la vie publique. En Occident, on voit des gens qui acceptent l'inacceptable, qui défendent l'indéfendable. Vous venez d'un milieu. Je l'ai sous-entendu, mais je pense que j'avais raison. Là, c'est très classé à gauche, c'est-à-dire que les gens qui travaillent avec les plus vulnérables, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, dans le milieu du travail social, on est plus associé à la gauche. Mm-hmm. C'est des valeurs de la gauche, l'entraide, le collectif plutôt que l'individu. Et là, vous vous dites, si j'ai bien compris à un moment donné, mais on dirait que la gauche ne répond pas à ce besoin-là, ou en tout cas n'arrive pas avec des bonnes solutions. Ouais. Donc, c'est possible finalement d'être de droite aujourd'hui, là où vous en êtes rendu, mais d'être demeuré la jeune demoiselle que vous étiez à l'époque, près de ces gens-là qui ont des difficultés. Oui, absolument. Mais ça vient aussi du bagage qu'on a, bagage professionnel, mais d'où on vient aussi. Moi, je viens d'une famille très, 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 très modeste et je suis branchée sur mes racines constamment. Je me souviens d'où je viens. Et puis, je fréquente des gens de tous les milieux aussi, de tous les horizons. Je vais dans des CHSLD depuis longtemps parce que je visite des gens qui sont en CHSLD. Donc, je continue de côtoyer la misère humaine, je continue de côtoyer notre système public et ça me garde critique, ça me garde vigilante, mais ça me garde aussi branchée sur il faut faire quelque chose. Puis il faut faire quelque chose, c'est pas taxer plus le contribuable moyen, c'est pas non plus de m'en prendre aux riches puis commencer à tomber dans une espèce d'idéologie glissante de faut taxer les riches, c'est les entreprises multinationales qui devraient payer plus d'impôts pour veiller à notre filet social. Non, collectivement, si on veut générer de la fierté, il faut aussi créer de la richesse pour que cette richesse-là, elle ne vienne pas des multinationales ou elle ne vienne pas des familles riches ou je ne sais d'où, ou de nos taxes qu'on s'égorge de plus en plus, mais elle doit venir justement parce qu'il y a cette fierté-là là, en trame de fond tout le temps qui m'anime de dire, soyons fiers,
organisons-nous pour créer une société plus riche. Organisons-nous pour avoir des familles plus riches. Organisons-nous pour que, finalement, l'espèce d'ascenseur social dont on parle souvent, mais que finalement, on ne fait pas grand-chose là, pour augmenter la vélocité du moteur de l'ascenseur social, bien, faisons quelque chose pour ça. La droite aurait donc un cœur, je suis dépassé. Mais est-ce que la fierté, ça passe par autre chose que l'argent? Comment on fait pour générer de la fierté, pour provoquer de la fierté s'il faut aller la chercher dans ces derniers retranchements? Comment on fait? Bien, la fierté, c'est aussi la façon dont on s'occupe de nos aînés, de nos plus démunis, de nos pauvres, de nos... Et là, je vais vous ramener à Michel Chartrand, mais moi, j'ai grandi en suivant Michel Chartrand, et je sais que ça surprend toujours les gens parce qu'ils font, voyons, je vais vous citer du Noam Chomsky puis du Michel Chartrand, vous allez dire, voyons, finalement, elle n'est pas vraiment de droite. Oui, elle est vraiment de droite. Oui, je suis vraiment de droite, je l'assume totalement, mais je me suis jamais braquée dans des idéologies puis dans des dogmes où certains auteurs ou certaines personnes, c'est arc parce qu'ils représentent autre chose que l'idéologie dominante de ma pensée politique, par exemple. Donc, Michel Chartrand disait, on juge une société à la manière avec laquelle elle traite ses aînés, notamment. Donc, la fierté, moi, je la ressens plus, la fierté, dans plein d'aspects, mais notamment quand je vais dans les CHSLD. Quand je rentre dans un CHSLD, je me dis, mais... ça n'a pas de bon sens. Elle est où, notre fierté? Les familles qui viennent visiter ces personnes-là, peut-être qu'ils ne viennent plus les visiter, peut-être que majoritairement, les familles ne vont plus visiter leurs proches dans les CHSLD. Mais ces infrastructures, cette façon qu'on a de les traiter, de les encabaner, de les faire dépérir, c'est des mouroirs. Carrément, nos CHSLD, c'est des mouroirs. Les personnes rentrent là, et leur situation se dégrade à vitesse fulgurante, bien ça génère pas de la fierté. Donc, c'est pas juste l'argent, mais c'est aussi la façon dont on traite les plus démunis. C'est aussi la façon dont on traite aussi le commerce. Si on donne plein de subventions à des multinationales étrangères pour qu'elles viennent s'installer au Québec, on génère pas du tout de la fierté. On est en train de se dire que les colonnes vertébrales de nos industries doivent être pilotées par des intérêts étrangers. On n'est pas assez bon pour développer nos propres créneaux chez nous. Il faut subventionner des multinationales étrangères qui vont venir s'installer chez nous puis faire vivre là, quelques PME qui vont venir se greffer autour de cette colonne vertébrale-là. C'est pas ça la fierté. La fierté, c'est pas d'avoir une usine Alstom à la Pocatière qui va assembler 20% de tous nos métros, nos wagons de train, puis nous dire hey, bravo, on a au moins récupéré 20% du travail, mais finalement, c'était juste de l'assemblage parce que tout se fait faire en Inde ou je ne sais où, au Mexique. C'est pas ça de la fierté. La fierté, c'est d'aller plus loin, c'est d'innover, c'est de permettre à notre société de se tenir droit, se tenir debout, puis d'aller de l'avant dans l'innovation, par exemple. Oui, mais j'aimerais ça revenir sur les aînés parce que ça, je le découvre, je ne savais pas que c'était une cause qui vous tenait tant à cœur. Puis d'ailleurs, souvent les gens disent ben, ça tient à cœur à tout le monde. Je pense que non, en fait. C'est justement là le problème au Québec, c'est qu'on a un rapport trouble avec nos aînés qui cache peut-être très mal, en tout cas de plus en plus mal, un rapport finalement à la mémoire. Parce que vous parlez de mouroirs, on pourrait même dire des oublioirs, si on me permet ce néologisme. On ne s'occupe plus de nos vieux. Parce qu'on a peut-être envie inconsciemment de les oublier, d'oublier des leçons qu'ils ont à nous transmettre, des messages qu'ils ont à nous transmettre. Ce sont des gens qui ont vu de l'eau couler sous les ponts, qui ont fait des erreurs, mais qui parfois nous disent ne commettez pas les mêmes erreurs que nous. Puis on a un rapport étrange à la mémoire au Québec. On a un rapport étrange aux vieillards, aux vieilles personnes. C'est quand même ici que l'aide médicale à mourir est le soin le plus pratiqué. Est-ce que vous voyez un lien entre tous ces facteurs-là? Oui, absolument. Puis pour ne pas oublier, on est obligé d'écrire sur nos plaques d'immatriculation, je me souviens, pour se rappeler de se souvenir. Mais absolument, absolument. Et puis, comme si on écrivait ça sur notre réfrigérateur avant de partir. Je me souviens, il faut que je me souvienne de quelque chose aujourd'hui. On le met sur la voiture. Oui. Et tout ça, ben, ça fait partie de ce sentiment de fierté qui s'est érodé au fil des ans, au fil des décennies, ou qui a cessé de se construire, j'ai l'impression. Puis absolument, quand je vais dans les CHSLD, ce ne sont pas juste des gens qu'on tente d'oublier, mais rentrer là, c'est aussi faire face à la vulnérabilité humaine, à la décroissance ou à une fleur qui fane. C'est les odeurs quand on rentre dans un CHSLD, les odeurs, l'espace, la manière dont ces gens-là sont stationnés, les chaises roulantes, là. Moi, j'ai souvent dit en campagne électorale, j'ai fait 2 campagnes électorales en 2018
Et en 2022, dans les campagnes électorales, je disais souvent aux électeurs, et je le disais à mes collègues qui étaient candidats et dont certains, je savais qu'ils seraient élus et qui deviendraient ministres, c'est le cas aujourd'hui. Rappelons-le quand même, en 2018, c'était pour la CAQ Oui. et en 2022 pour le Parti conservateur du Québec. Oui. Et en 2018, ben, je faisais campagne en Montérégie avec Christian Dubé, avec Lionel Carman, avec des figures que je savais qu'il y avait des bonnes chances d'être élus et qui deviendraient ministres. Et je leur disais, il faut qu'une fois que vous soyez élus, vous ayez dans les CHSLD une fois par mois. Allez vous rappeler, allez voir, allez constater, allez vous brancher sur la réalité, sur le vrai monde, sur ce que ça vous envoie comme émotion, comme perception. Il faut nourrir ça à chaque mois. Engagez-vous. Moi, en tout cas, c'est un engagement que je prenais auprès des électeurs. Je leur disais, ça permet de garder les deux pieds sur terre, d'être branché sur le terrain et de se rappeler de l'essentiel, se rappeler des vraies choses. Et il y a tellement à dire sur cette réalité-là des CHSLD, tellement. Oui, puis cette réalité-là nous dit des choses qu'on ne veut pas entendre, donc on ne les regarde pas, c'est tellement plus simple. Ouais. Puis, bon, on dira peut-être que c'est une théorie du complot, je ne la défends pas, mais elle flotte quand même pas trop loin quand on parle de l'aide médicale à mourir, mais puisque la société est vieillissante, puisqu'on sait que ça coûte cher, ben, c'est quand même une affaire rentable, finalement, l'aide médicale à mourir, parce qu'on se débarrasse de gens qui coûteraient très cher, de plus en plus cher, puisqu'il y aurait de plus en plus de gens dont il faudrait s'occuper. Et là, on se drape de vertu en disant, ben, c'est un consensus, c'est un fait. Je ne le nie pas. On interroge les Québécois dans la rue, ils vont nous dire 7 à 8 personnes sur 10 minimum qui sont en faveur de l'aide médicale à mourir, mais il n'y a pas vraiment eu de débat au Québec. Il y a eu une commission parlementaire. Oui, on a reçu des gens, mais moi, j'ai des gens de l'intérieur à la CAQ qui m'ont dit que les gens qui venaient, disons, défendre la vie, que ce soit des philosophes, même des auteurs, qui venaient dire, mais attendez, il y a peut-être quelque chose comme une rupture anthropologique si on décide que la mort est maintenant administrée par l'État et que c'est un progrès. Ces gens-là n'ont pas été véritablement entendus. Et aujourd'hui, discuter de ça avec des gens, finalement, c'est se buter au fameux argument d'autorité qui consiste à dire mais qui es-tu pour décider de mon sort? C'est court quand même. En France, en ce moment, un pays qui vous intéresse énormément, je le sais, puisque je vous suis sur X, puis vous avez des références là, en France, c'est une société qui n'est pas venue à bout de ce débat-là, qui se pose encore ces questions-là, parce que la France est une civilisation. Puis pour elle, ce n'est pas une question qui est seulement politique, c'est une question qui est d'ordre sociologique et j'ose même dire anthropologique. C'est un rapport à la vie, finalement. Ça, on pourrait s'en inspirer. Oui, ils sont en train de se poser des sérieuses questions sur l'aide médicale à mourir. J'ai l'impression que ça va s'en venir puis qu'ils vont prendre le même chemin que nous parce que c'est un chemin qui est commode. Bien dit. Qui est commode. Mais c'est rempli de grandes questions existentielles. Mais une chose est sûre, c'est que je ramène mes visites en CHSLD, mais quand j'amène des proches avec moi ou quand j'amène du monde en CHSLD, ils me disent toujours moi, c'est sûr que je rentre pas là. Je vais aide médicale à mourir avant de rentrer là. Et là, je me dis, ben, il faut faire quelque chose. On ne peut pas être face à des gens qui voient ces institutions-là gouvernementales, ces établissements gouvernementaux, qu'ils soient semi-privés ou publics. Dès que c'est financé par l'État ou dès que c'est géré par l'État, il y a beaucoup d'améliorations à apporter, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis qu'on soit rendu à se dire, ben moi, je ne veux pas rentrer là parce que je sais que mon état va se détériorer, je sais que je vais être finalement, mes jours vont être comptés, ma qualité de vie va être tellement moindre, tellement non désirable ou tellement pas agréable que j'aime autant mourir. Ben moi, je me dis, OK, ben posons-nous l'aide médicale à mourir, c'est vaste. Posons-nous les questions en lien avec ça, mais posons-nous aussi les questions pourquoi. Pourquoi on en est rendu à dire que on veut pas mourir en institution. Bon, ben peut-être qu'il faut mourir chez soi. C'est ce qu'on préconise aussi tous, mais le système en place qu'on a de soins à domicile ne permet pas à tout le monde de rester à domicile. Ça prendrait beaucoup plus d'heures de soins à domicile. Ça prendrait des médecins qui acceptent de faire des visites à domicile. On n'a pas de médecine à domicile au Québec. Donc, ça devient pratiquement une utopie de dire, moi, je vais vieillir à domicile. Parlons des médias un peu, parce qu'il y a un éléphant dans la pièce, peut-être pas dans celle-ci, mais dans celle de plein de personnes qui nous écoutent et qui vous écoutaient à Radio-Canada il y a quelques mois, à peine, et qui ne vous voient plus. Il y a une raison qui explique cela.
J'aimerais ça que vous soyez celle qui nous la présente parce qu'il y a des théories, il y a de la spéculation, mais je préfère la vérité. Oui. Ben, il y a une histoire que j'ai racontée dans un autre podcast qui ne concerne pas Radio-Canada. Il y a des gens qui ont fait des liens et qui ont dit l'histoire qu'elle a racontée. Je me suis fait couper une tribune médiatique importante au Québec et j'ai raconté l'histoire dans un autre podcast et les gens ont dit ça doit être ça coïncide avec son départ de Radio-Canada. C'est pas le cas. J'ai pas voulu nommer ce média-là et je le nommerai pas non plus, mais c'est pas Radio-Canada. L'histoire de Radio-Canada, c'est que à la veille, en période de pré-campagne électorale, au début 2025, au mois de février, Radio-Canada a décidé de revoir la formule de Zone Info, l'émission où j'étais chroniqueuse depuis 2 ans. Et en revoyant la formule, ils ont déplacé dans la case horaire plus tôt en après-midi et l'émission durait 2 heures plutôt qu'1 heure. Donc, dans cette reconfiguration de la programmation en prévision de la campagne électorale fédérale, ils se sont dit, comme on revoit la mouture de l'émission, on revoit la formule, on revoit la case horaire, la durée de l'émission aussi, on va réduire le nombre d'intervenants. Donc, plutôt qu'avoir 3 chroniqueurs par émission, on va en avoir 2 et on va rebrasser un peu les cartes. Et ils m'ont dit, dans ce rebrassage-là, Madame Harel, on vous garderait, là, on est en train de faire des essais, on vous garderait sur appel. Est-ce que vous êtes disponible à venir sur appel? Moi, j'avais déjà un contrat où la première année, j'y allais 2 fois par semaine à Zone Info. La deuxième année, on a réduit mon contrat à 1 fois par semaine. C'était déjà une grande déception pour la deuxième année. Et là, on me disait, à place de venir 1 fois par semaine, vous serez sur appel. Donc, j'ai accepté. J'ai dit, j'ai pas le choix. si je veux continuer d'y aller, je vais au moins accepter d'être sur appel, mais j'étais bien déçue. Et on m'a jamais rappelé. Donc, il n'y a pas d'explication plus claire que ça. Il n'y a pas d'explication plus détaillée que ça. Je ne l'ai pas vraiment. Tout ce que je peux dire, c'est que ça coïncide avec la période électorale fédérale où moi et d'autres collègues n'avons pas pu poursuivre notre aventure, mais sans explication plus claire que ça. Puis est-ce que je me trompe, et je ne suis pas psychologue ni thérapeute, mais est-ce que je me trompe si vous êtes un peu amer? Parce que sur les réseaux sociaux, ça vous arrive de critiquer ce que vous venez un peu de faire de façon subtile, là, l'idéologie, cette idée qu'on retrouve moins de conservateurs, de commentateurs de droite. C'est aussi pour ça que les gens se sont imaginés peut-être un renvoi en formel, avec même un bruit de porte qui claque. C'est pas ce qui s'est passé. Ça s'est fait plus en subtilité. Si vraiment c'est ce qui motivait un congédiement qui n'en est pas un, puisqu'on vous a dit on va vous rappeler, mais on ne vous a pas rappelé. Ouais. Est-ce que ça vous a laissé amer? Oui, ça m'a laissé amer parce que j'ai pas senti que ma voix a été remplacée par un autre conservateur. J'ai vu le nombre de voix conservatrices réduire, diminuer énormément, et ça me perturbe. Alors, c'est pas tant pour... Bien sûr, moi, personnellement, j'ai été déçue. Ma carrière, c'est ça maintenant. Je ne fais que du média, je vis de ça. Je fais vivre 3 enfants. Je suis mère monoparentale à temps plein de 3 enfants dont je suis le seul soutien financier à temps plein depuis 12 ans. Donc, tout le monde sait, tous mes employeurs, ou en fait, on n'appelle pas vraiment ça des employeurs parce qu'on est pégiste, on est contractuel. Mais bref, mes relations d'affaires avec ceux qui m'offrent des contrats savent très bien que j'ai besoin de ça pour nourrir mes enfants. C'est mon seul gagne-pain. Donc, c'est sûr que sur le plan personnel, je l'ai vécu de façon difficile parce que c'est une partie de mon gagne-pain que j'ai perdu du jour au lendemain comme ça. Et automatiquement, il y a une famille, il y a 3 enfants qui en dépendent et qui écopent de ça. Donc, personnellement, je l'ai vécu dur, mais au-delà de ça, de voir une réduction de la pluralité des voix, de voir une réduction du spectre des idées présentées à la télévision, ça me perturbe énormément parce que je me dis, ça va au-delà de moi. Il y a d'autres gens, de toute façon, d'autres voix conservatrices qui ont perdu leur tribune aussi. Et j'ai vraiment vu un virage vers la gauche. J'ai vraiment vu un virage où on réduit le spectre des opinions acceptables, le spectre des opinions présentées aux auditeurs. Et maintenant, on présente encore plus des visions monochromiques, là. Donc, on est dans la même couleur avec des petites variations de couleurs. Un est un peu plus foncé, un est un peu plus pâle, mais on est dans le même créneau de couleurs, là. Donc, on réduit
l'amplitude de réflexion des téléspectateurs, où on ne fait pas confiance aux téléspectateurs pour digérer différentes visions, différents points de vue et mettre en choc certaines idées pour se faire eux-mêmes leur propre opinion. Donc, ça me perturbe de voir que on en est rendu là. On est dans une démocratie où on n'arrête pas de pointer du doigt d'autres États où on dit « Oh, la démocratie est en train de s'effriter chez le voisin. Oh, regardez chez le voisin, la démocratie est en péril. » Alors que chez nous, la démocratie, ben, c'est quoi la démocratie? C'est entre autres d'avoir des contre-pouvoirs et les médias sont le quatrième pouvoir. C'est un contre-pouvoir, les médias. Et le contre-pouvoir ne doit pas arriver en antenne et faire un récit ou être uniquement une courroie de transmission d'une certaine information ou d'une certaine vision de l'actualité ou de la politique. Ça doit être un contre-pouvoir. Donc, ça doit présenter un ensemble là, de points de vue. Se questionner, se secouer, permettre à des idées, même parfois surprenantes, d'intervenir, quitte à ce qu'elles se fassent démonter, mais on veut le voir, on veut l'entendre. D'ailleurs, c'est une question que beaucoup de gens se posent au sujet, même pas juste de Radio-Canada, de l'ensemble des médias traditionnels. On se dit souvent, mais ils ont une responsabilité. Donc, il y a des idées qu'on ne peut pas admettre. Et c'est la responsabilité des directeurs aux informations, des représentants, là, des gens en position de pouvoir, de ne pas admettre ces idées-là, parce que si on les admet, elles sont désormais accessibles, elles peuvent être entendues, tomber dans une mauvaise oreille, mais il y a un autre danger qui existe. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus, à savoir c'est lequel des deux qu'il faut le plus combattre si on a cette position-là dans un média. L'autre danger, c'est qu'en taisant des idées qui sont pourtant populaires, le conservatisme est très populaire chez les jeunes. On l'a vu que les jeunes garçons, en tout cas au moins au Canada, sont très, très favorables aux idées conservatrices. Bien, si on les tait, ces idées-là, elles se refoulent. Et c'est là qu'elles tombent entre les mains des mains sales, si ça existe vraiment. Mais donc, on compose avec deux dangers. Lequel, à votre avis, est le plus dangereux? De taire des idées qui, inévitablement, seront entendues ou de les laisser s'exprimer à la télévision publique? Ben, je me dis, est-ce qu'on est en Chine ou en Russie? J'arrive toujours à ce constat-là. En Chine, en Russie, il y a des pays où on dit aux gens comment penser et la diversité d'opinion, la divergence d'opinion, la remise en question du narratif est interdite. C'est pas là qu'on veut aller. C'est pas là qu'on veut aller. Alors, c'est important d'entendre toutes les voix et si elles se font démonter en ondes, les idées, ben soit. Grand bien nous fasse tous, parce que ça nous permet de construire aussi nos argumentaires, construire notre pensée. Et construire une pensée, c'est parfois se la faire briser, se la faire morceler et la reconstruire différemment. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus organique. Quand une idée qui existe pour de vrai intervient sur un plateau de télévision où on discute d'idées, elle est démontée parce qu'elle est faible, ou elle a plein de défauts, elle disparaît. On est dans un organisme vivant. Là, là si on intervient pour dire non, cette idée-là ne rentrera pas, c'est pas comme si on pouvait vraiment l'empêcher de rentrer. Elle va rentrer par la porte en arrière, de toute façon. Oui. Ben, c'est très grave. C'est très grave. Et ce qui est particulier, là, je vous parlais de Noam Chomsky précédemment, mais Noam Chomsky a écrit un ouvrage marquant pour moi. Ça a marqué mes années universitaires. Quand j'étais étudiante à l'Université d'Ottawa, on m'avait présenté Noam Chomsky où il parle de la fabrication du consentement, la fabrication de l'opinion par les médias. Et c'est particulier parce que Noam Chomsky, c'est un homme de gauche qui a défendu des idées de gauche toute sa vie. Et là, on voit la gauche qui s'empare de ce mécanisme-là et fabrique l'opinion en laissant pas place à d'autres façons de penser et en s'instituant d'une autorité morale supérieure. Ça, il y a aussi ça. Aujourd'hui, si on dit ce type d'opinion ne doit pas rentrer, qui dit ça? Quelqu'un ou une institution ou un groupe de gens ou une mouvance ou une idéologie qui s'arroge du pouvoir de supériorité morale. Mais demain, ça peut être un autre groupe, une autre institution, une autre idéologie qui s'empare de cette autorité morale. On n'en veut pas d'autorité morale qui dicte
ce qu'il est bon d'entendre et ce qu'il n'est pas bon d'entendre. Parce qu'aujourd'hui, ça peut faire l'affaire d'un groupe, mais demain, ça pourrait faire l'affaire d'un autre groupe. Et là, les positions vont être inversées. Ben, de toute façon, démographiquement, on voit la vague arriver, là. Puis ça, c'est si... je devrais même pas utiliser le mot vague parce qu'il y a quelque chose de menaçant dans l'idée de la vague, mais les jeunes de demain risquent d'être moins de gauche que les jeunes de ma génération. J'ai 31 ans, là, puis les jeunes qui s'en viennent, là, qui ont 15, 16, 17 ans, c'est pas les mêmes. Non. Quand on leur parle, on comprend pour des raisons très simples. Là, sur le plan économique, ça va être plus difficile pour eux. Donc, d'entendre parler constamment de discours relatifs à la question sociale, mais peu d'économie, ça les choque, ça les bouleverse et ça leur fait sentir aussi une certaine forme d'injustice. Je sais que vous ne jouez pas la carte de la femme, c'est-à-dire je suis une femme, mais il y a quand même quelque chose au moins d'un peu hypocrite dans l'idée qu'on nous dise souvent qu'il faut des femmes dans l'espace public. Il n'y en a pas eu pendant longtemps. Et là, parce que vous ne pensez pas de la bonne façon, vous disparaissez comme ça. Moi, j'ose pas dire que vous avez été congédié parce que dans l'histoire que vous racontez, il n'y a pas la marque d'un congédiement, en tout cas de façon formelle, mais vous avez disparu des ondes publiques, là, des ondes de Radio-Canada. Vous êtes pourtant une femme. Il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans, franchement. Si vous aviez été de gauche et vous aviez eu le même style, il y a fort à parier que vous seriez encore là. Oui. Ben, donc, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis une femme. Moi, je pense que c'est vraiment lié aux idées. Non, évidemment qu'on ne vous aurait pas mis dehors parce que vous êtes une femme, mais c'est que normalement, vous auriez dû avoir un passe-droit. On aurait dû dire il manque de femmes. Et en plus des femmes... je réponds aux critères EDI. Ben, normalement, puis je fais un... J'aurais peut-être dû dire que j'avais une orientation sexuelle particulière, ça aurait peut-être donné... Il n'est pas trop tard. Non, mais vous êtes sûrement à l'écoute en ce moment même. Non, mais... C'est parce que je reviens au début. Vous êtes rares, des femmes de droite qui s'assument comme telles. Il n'y en a pas beaucoup. On devrait sauter sur vous. Là. On devrait vous garder. On devrait dire ça vaut de l'or, ça. Je parle de Radio-Canada parce que vous avez du travail ailleurs aussi. J'aimerais qu'on parle des médias alternatifs. Parce que vous, ne serait-ce que sur X, vous le revendiquez, c'est-à-dire vous revendiquez la participation qui est la vôtre à des médias alternatifs. Question de base, c'est quoi un média alternatif pour vous? Est-ce que moi, je suis un média alternatif avec mon balado? Je vous l'ai dit en entrée de jeu, moi, les petites cases, puis les étiquettes, puis les petits... J'aime pas ça. Pour comprendre de quoi on parle. J'utilise le vocabulaire abondamment entendu, abondamment utilisé. Donc, quand je parle de médias alternatifs, je parle de tout ce qui est sur le web, mais qui n'est pas nécessairement sur les antennes radio, FM, télévision et les grands médias écrits. Mais en même temps, là, je ne tracerai pas de ligne exacte parce que, justement, j'aime pas les étiquettes, j'aime pas les petites cases, puis... Mais je parle de faire des ponts. Je crois à l'importance de construire des ponts entre les médias dits traditionnels ou les médias, les médias traditionnels ou les grands réseaux qu'on a connus dans toute notre enfance et les médias qui se développent, qu'ils soient des podcasts, qu'ils soient des journaux alternatifs ou des médias qui sont plus naissants ou dans un courant, peut-être, je dirais plus sur le web, là. Mais je trouve ça important de construire des ponts entre... et de pas... que personne s'emprisonne dans une sphère ou s'emprisonne dans un couloir de médias traditionnels ou médias alternatifs. Et j'aime pas quand on m'a reproché parfois d'aller dans un couloir ou dans l'autre et un couloir me dit, on devrait tous se parler, on devrait tous travailler ensemble, on a chacun nos publics, on a chacun nos façons de travailler, mais je crois vraiment à l'importance et à la force de discuter et discuter avec la pluralité des voix. Et si on peut s'assurer que les médias traditionnels ouvrent leurs portes, ouvrent leurs micros, ouvrent leurs antennes aux médias alternatifs et vice-versa, on va juste collectivement réfléchir mieux, réfléchir plus, se confronter, avoir plus de chocs d'idées. Et il me semble que ça va nous permettre de progresser. On vit dans une époque où on vante le progressisme, on se dit progressiste, mais le progrès, c'est quoi? C'est aussi le progrès de la réflexion collective. C'est aussi le progrès de l'acceptation des idées des autres, d'accepter la différence, d'accepter la singularité. Et là, on est dans une époque où on accepte la singularité de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle, mais la singularité des idées, elle, ça nous perturbe au plus haut point où on catégorise certaines idées qui sont socialement acceptables ou qui sont dites vraies
et d'autres idées qui sont marginalisées ou même infréquentables ou indésirables. Pourtant, dans l'histoire, il y a plein d'exemples qui nous démontrent, et ça, j'ai déjà dit en ondes à Radio-Canada, et ça avait des plus... je me sentais comme si je venais de faire une grosse gaffe, mais je le répète, j'ai longtemps réfléchi à ça parce que je voyais que ça causait une grande nervosité dans le studio, mais je disais ce qui est vrai aujourd'hui dans les faits, parce qu'on parlait de désinformation, et les médias alternatifs, ou la droite peut faire de la désinformation, tout ça, mais c'est quoi la désinformation? Qui dit ce qu'est la désinformation? L'histoire est remplie d'exemples où un fait qui s'était avéré vrai ou faux à une époque s'est avéré inverse quelques années plus tard après vérification. Par exemple, les armes de destruction massive qu'on pensait qu'il y avait en Irak pour justifier certaines actions militaires, où après coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Bien, à une certaine époque, dire qu'il y avait des armes de destruction massive, ça pouvait être vrai, et à une autre époque, on s'est rendu compte que ça ne l'était pas. Alors, elle est où la ligne entre la désinformation, le vrai du faux? Elle est là où le dogme décide de s'installer. Ben oui, le FLQ, qui était soi-disant une organisation terroriste, mais qu'après coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des agents infiltrateurs et que finalement, l'histoire était rendue tellement complexe que c'était difficile de mettre la ligne sur ce qui s'est réellement passé. Donc, quelqu'un ou un média alternatif aurait dit 1 mois, 5 mois, 6 mois, un an d'avance avant les autres. Je pense que le FLQ a été infiltré, par exemple, à une époque où on disait que c'est une organisation terroriste. Bien, il aurait pu passer pour un désinformateur, alors que l'histoire a démontré que, autrement. Plus récemment, sur la question de la COVID, même si on a entendu un tas de cochonneries là, durant la COVID, le FBI retient encore à ce jour, si je ne m'abuse, comme thèse la plus probable, la plus plausible, l'idée d'un accident de laboratoire à Wuhan. Donc ça, c'était une théorie du complot en 2020. Et désormais, le FBI, qui est quand même le Federal Bureau of Investigation, c'est pas non plus le sous-sol de chez Ticlin, ils disent que ça vient de là. Donc, évidemment, la vérité progresse, la vérité avance, peut reculer, peut même faire 2 sauts par en avant, parce que le monde avance. Et c'est là qu'on se demande si, comme les individus, les organisations ne sont pas affectées du pire défaut qui habite le cœur de l'homme et de la femme, soit l'orgueil. C'est-à-dire qu'on a eu tort, mais si on l'admet, de quoi on va avoir l'air? Et peut-être que l'avenir est à ceux qui seront capables de dire « j'ai eu tort, je suis humain, je suis une organisation même, je m'appelle tel média, je me suis trompé. On avance maintenant. On est un tas d'humains qui se sont regroupés. On a fait une erreur, on était même plusieurs à l'avoir fait en même temps. Est-ce que vous êtes prêts à nous pardonner? On ne pardonne pas à celui ou celle qui tient son bout même quand il a tort. Mais on pardonne à celui qui est humain. Ben oui. Puis il y a une question de crédibilité au bout du compte. Parce qu'on garde sa crédibilité quand on admet qu'on a eu tort ou quand on admet qu'on a erré. Et justement, si on ouvre la porte à une pluralité des opinions, à une pluralité des points de vue, bien, ça devient plus facile par la suite de dire, je faisais partie du camp qui militait pour telle idée ou telle idée, mais j'ai eu tort. Mais au bout du compte, on garde notre crédibilité parce qu'on a laissé sur le plateau autour de nous, on a laissé le micro à d'autres qui ne pensaient pas comme nous, puis qui finalement, ils ont eu raison. Donc, la pluralité des opinions serait vainqueur en tout temps, là. Cette discussion-là serait quand même pas totalement honnête, celle qu'on est en train d'avoir, si on ne parlait pas des enjeux qui sont quand même importants quand vient le temps de véhiculer de l'information, donner des opinions. Il y a quand même, je pense, sans jouer le jeu du système, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Mais en même temps, la liste est peut-être moins longue qu'on le pense. Mais ça serait quoi qu'il y aurait sur cette liste-là? Si on parle de désinformation, on met ça en perspective en se disant c'est quoi exactement de la désinformation? C'est quoi la ligne qu'il ne faut pas franchir? Est-ce qu'il y en a une, selon Jacinthe Varel? Je ne sais pas, c'est une bonne question. On a une charte canadienne des droits et libertés qui garantit, par exemple, on doit s'assurer de ne pas avoir de discours haineux ou d'appel à la violence. Il y a un minimum de respect du droit qui est essentiel, mais dans la mesure où je ne fais pas d'appel à la violence, je ne fais pas d'appel à la haine, je ne sais pas, moi, on vit dans une société où
on a détruit tellement de tabous sur certains aspects de la vie humaine, notamment sexuelle, où il n'y a plus de tabous à un point tel qu'on est rendu complètement... On n'a plus de pudeur. On n'a plus de pudeur sur ce plan-là. Mais au niveau des idées, au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau de comment organiser l'État, comment organiser le gouvernement, au niveau de notre lecture de la politique américaine, par exemple, il y a tellement de tabous. Si moi, je dis je ne haïs pas viscéralement Donald Trump, j'ai pas de réaction gastrique, je l'haïs pas. D'ailleurs, on va mettre un terme au balado. C'est fini. Je l'haïs pas. Mais est-ce que ça fait... Mais là, on tombe dans des pensées binaires. Ah ben là, elle est pro-Trump. Ouais. Parce qu'on est pro, on est anti. On est encore dans une vision très binaire du monde, mais c'est comme s'il y a encore tellement de tabous sur le plan idéologique, sur le plan politique. Il me semble qu'on devrait être capable de parler de tout. Mais là, vous touchez à la question des mœurs. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais parlé autant de cul à la télé. On entend des gens venir nous parler d'un bouton qu'ils ont eu autour de l'anus, de comment ça a coulé, de qu'ils se sont ramassés à l'hôpital, que là, après, t'es telle vedette. Ah, je me suis fait prendre en photo après en robe de... Puis là, tu te dis, attends une minute, là. On peut pas, par exemple, parler des idées des républicains, par contre. C'est quoi? Les mœurs ont changé. Ouais. Donc, plus de sexualité, plus de boutons autour de l'anus et moins de discussions intelligentes et ambitieuses sur des questions comme celle-là. Alors, il faut se réfugier dans des balados, dans des podcasts, disent d'autres personnes. Puis là, il y a des figures qui émergent. Puis là, c'est ben cette personne-là, elle n'est pas reçue sur les plateaux, donc c'est forcément une personne qui n'est pas respectable. Puis là, on a envie de rappeler quand même qu'on est en train de parler de cul, là, à Radio-Canada pendant ce temps-là. Moi, je regardais il y a quelques temps, il y avait... Tout le monde en parle. Avant Tout le monde en parle, à 7h30, entre 7h30 et 20h, c'est une émission sur les animaux où il y a, par exemple, des lamas. Donc, on présente des lamas. Et là, on parle du crachat du lama. À 7h30, là, il fut un temps quand même où à Radio-Canada, toute la soirée, c'était destinée à la culture. On parlait de littérature. On avait des artistes qui venaient. Et là, c'était les beaux dimanches. Bon, je suis quand même assez jeune pour parler des beaux dimanches, mais il y a quelque chose de grave, là. Parce que je pense que parler de politique... c'est quand même peut-être plus important que de parler du crachat du lama. Oui. Et on est rendu dans un monde où on a sursimplifié les enjeux et on veut tellement de la facilité que des grands débats de société ou regarder toute la complexité des enjeux, par exemple, en politique américaine, on ramène ça au bien et au mal, à gauche ou à droite, pro ou anti. C'est tellement plus complexe que ça. Il y a tellement d'acteurs, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'angles. Mais on ramène tout à quelque chose de très superficiel. C'est facile. Moi, je me souviens que j'ai grandi en écoutant la course Destination Monde. Oui. Et je rêvais de participer à la course Destination Monde et je me disais un jour, je vais être une participante. Finalement, l'émission a arrêté juste au moment où j'étais à quelques années d'avoir l'âge pour envoyer ma candidature, donc j'ai jamais pu le faire. Mais il n'y a pas ce niveau-là maintenant, alors que ça portait les jeunes à avoir un regard sur le monde, à aller s'interroger, à aller voir d'autres démocraties ou d'autres autocraties ou d'autres États, d'autres façons de fonctionner, aller voir d'autres images de la pauvreté notamment, d'autres images politiques. Et maintenant, on est vraiment rendu dans la facilité, autant pour les jeunes que pour les adultes aussi. Ce qui fait que quand on essaie de traduire des idées plus complexes ou de se questionner ou d'avoir des réflexions profondes, ben oui, il faut se réfugier dans des balados. Il faut se réfugier avec des spécialistes du contenu, mais du contenu recherché parce que on est rendu à une époque où on va vers... les médias traditionnels nous présentent de la facilité puis beaucoup de superficialité, je trouve. Vous n'avez pas fait la course Destination Monde. Par contre, vous êtes venu me voir à Montréal. Vous venez de Québec. Est-ce que c'est un mythe, ça, encore à ce jour, en 2025, la chicane Montréal-Québec? C'est-tu fondé? Ça existe-tu? Moi, j'ai fait mon cégep à Québec et je me rappelle, ça m'avait frappé, les gens qui me disaient « Qu'est-ce que vous avez contre nous? » Là, je disais, nous, c'est-à-dire vous, Québec, nous, Montréal. Puis je dis, mais nous, on n'a pas d'opinion sur vous. Nous, en fait, nous, on rêve d'être Toronto, qui rêve d'être New York. Puis là, c'était encore pire. Je renfonçais la situation des Montréalais. Est-ce que les Québécois, les gens de Québec, détestent les gens de Montréal? C'est vrai, ça? Ben, je le sais pas, mais je dirais que les gens de Montréal s'intéressent peut-être pas aux gens de Québec, mais s'intéressent drôlement à notre troisième lien, par exemple. Ah oui. Ah là-dessus, vous avez toute une opinion.
ce qui vous concerne absolument pas. Mais je dirais qu'il y a encore cette rivalité-là, puis on la voit justement dans le traitement du positionnement face au troisième lien. J'entends peu de Montréalais ou même les médias montréalais qui se positionnent et qui militent presque contre le troisième lien, alors que c'est un enjeu régional. C'est un enjeu pour l'Est du Québec, pas juste pour Québec en passant. Oui. C'est vraiment pour les régions administratives de l'Est du Québec. Ça nous touche là-bas. Donc, c'est sûr que ces éléments politiques-là font remettre à la surface cette dualité-là qui est quand même encore présente. J'imagine, moi, en tout cas, c'est de même que je l'interprète. Quand je vois que les gens de Montréal ont une opinion sur... moi, j'ai pas d'opinion sur est-ce qu'il faut un pont supplémentaire à Gatineau pour traverser à Ottawa. Je le sais pas, c'est eux qui vivent le quotidien. C'est eux qui le savent. C'est la même chose. Mais je dirais qu'au-delà de ça, là, si je sors de l'idée du nouveau lien à Québec, il y a aussi toute la distinction entre Québec, les régions, et Montréal. Et on dirait que souvent, quand on parle du Québec, on a le Grand Montréal, les couronnes nord-sud Montréal, et on pense que c'est ça le Québec. Mais quand on a visité ou habité, moi j'ai habité en Abitibi-Témiscamingue, j'ai habité au Bas-Saint-Laurent, donc c'est pas juste des régions que j'ai visitées 2 semaines l'été, là. Je les ai habitées, j'ai des amis en région. C'est pas le même Québec. C'est pas le même Québec que la région métropolitaine de Montréal et on sent qu'il y a un décalage entre les deux, mais c'est pas typique non plus au Québec. Non. Les régions rurales et les régions urbaines, on voit la même chose en France. Les Parisiens versus les gens des régions, ils ont des réalités complètement différentes et c'est ce qui fait qu'ils ont créé... les fameuses zones, les zones où certaines voitures ne peuvent pas entrer en milieu urbain, là, c'est parce qu'il y a une déconnexion aussi entre parfois la réalité rurale et la réalité citadine. Oui, tout à fait, mais c'est quand même assez... Vous avez parlé de rivalité. Moi, j'aurais envie de contester un peu le mot parce que je ne suis pas sûr que Montréal considère être en conflit avec Québec. Non. Alors qu'une rivalité, bon, ça nous rappellerait par exemple la rivalité canadien-nordique. Là, il y avait véritablement l'objet d'une compétition. Il y avait des parties, parfois des séries entre les deux équipes, mais c'est quand même grave, je trouve, qu'après toutes ces années, on n'ait pas réussi. Et là, je vais me mettre à la place des Montréalais, même si Légende de Montréal, ça n'existe pas. J'en suis peut-être même la preuve, parce que je vous le donne, votre troisième lien, si vous le voulez. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Mais c'est plate qu'on ne soit pas encore capable de se parler, parce que il y a une condescendance qui est manifeste de la part des gens de Montréal qui se permettent de se positionner dans des enjeux qui, comme vous venez de le dire, n'impliquent pas les gens de Montréal. Mm. Et à Québec, il y a quelque chose comme et je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis, mais je viens de cracher sur Montréal, donc chacun son tour. Il y a quelque chose à Québec comme le sentiment aussi d'être une éternelle victime aussi. C'est-à-dire, on imagine que les gens de Montréal parlent dans notre dos, alors que les gens de Montréal ne parlent pas vraiment de Québec, à part quand il est question du troisième lien. Ouais. Qu'est-ce qui manque à Québec? On parlait de fierté tantôt. Hein? J'aime ça faire des boucles comme ça. Qu'est-ce qui manque à Québec? À Québec, les gens de Québec ou les gens dans les alentours de Québec pour que Québec cesse peut-être de se présenter comme une victime par rapport à Montréal? Québec, c'est la capitale du Québec. C'est pas une ville secondaire, c'est la capitale. Moi, je trouve que Québec, elle manque d'être traitée, d'être considérée et de rayonner à la hauteur d'une capitale. Et il y a un mouvement souverainiste fort au Québec, un mouvement nationaliste quand même fort, qui a pris de l'ampleur dans les dernières années. Mais quand il est question de Québec, on oublie que ça pourrait être une capitale mondiale. On oublie qu'on veut faire un pays du Québec et on veut faire de Québec une capitale. Donc, j'ai fait une petite parenthèse avec le mouvement nationaliste, mais qu'on soit nationaliste ou pas, ça reste notre capitale. Et c'est pas une ville secondaire, donc moi, j'aimerais voir Québec rayonner davantage, être plus forte sur le plan économique et pas simplement être un pôle politique, même qui est rendu un pôle politique optionnel, hein, parce qu'on voit que de plus en plus de rencontres politiques se font même pas nécessairement à Québec. Donc, c'est rendu une espèce de pôle politique accommodant. Là, quand le calendrier parlementaire nous permet d'être à Québec, on le fait, mais si on est en relâche parlementaire, ben là, les rencontres se déroulent à Montréal, il n'y a pas de problème. Sur le plan économique, moi, j'aimerais qu'on se démarque puis qu'on ne soit pas un Trois-Rivières, un Sherbrooke, un Gatineau, un Saguenay. C'est notre capitale à tous, même aux Montréalais. C'est notre capitale à tous. Donc, moi, je pense qu'il manque vraiment de lettres de noblesse et ça ne devrait pas être une capitale symbolique, ça devrait être une capitale politique,
économique. On devrait avoir une plus grande stature et il y a différents moyens d'y arriver, mais je pense qu'on a vraiment laissé tomber Québec. Et quand je veux revenir aussi sur la rivalité Montréal-Québec, moi, je vois plutôt une rivalité idéologique et qui se traduit probablement par la rivalité citadine et rurale. Je ne suis pas en train de dire que Québec, c'est rural, mais... Faites attention, là, faites attention. Mais, tu sais, toute cette... tout- tout- toutes les idées, par exemple, par rapport au transport en commun, qui s'appliquent bien à la région de Montréal, ne s'appliquent pas nécessairement à la région de Québec. La région de Québec est organisée différemment. C'est une réalité différente. La densité urbaine, l'étendue du territoire fait qu'on ne peut pas appliquer des idées montréalaises à Québec. Et parce que c'est une grande ville quand même, puis que ce n'est pas un milieu rural, on s'imagine là, que Québec devrait adopter les mêmes idées, les mêmes façons de vivre que Montréal, alors qu'on n'a pas de métro, alors que le commerce, le réseau domiciliaire n'est pas organisé de la même manière que Montréal. Donc, moi, j'y vois une rivalité un peu plus idéologique de penser que les gens de Québec devraient vivre comme on vit dans la grande région de Montréal. C'est pas la même chose. Puis vous touchez sans nommer ce mot-là, mais je vais le faire, puis vous me direz si je me trompe, mais à la question de l'enracinement, parce que quand on parle avec des gens de Québec, souvent ils nous disent, prenons l'exemple qui est très bon, là, celui du transport en commun. Quelqu'un de Montréal pourrait dire à quelqu'un de Québec, bon, vous n'utilisez pas le transport en commun, mais on n'aura pas le choix dans les années à venir, vous devrez vous habituer. La personne de Québec va souvent répondre, mais on n'est pas comme ça ici, nous. Mm-hmm. Oui, mais vous allez changer. Non, il y a des choses qui ne changent pas quand on est enraciné. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui ne changent pas. Ouais. Et peut-être qu'il faut changer cette habitude-là, mais les gens de Montréal, puisqu'on parle de rivalité idéologique, sont dans une idée qu'on peut utiliser l'humain et le modifier comme de la pâte à modeler. Et d'ailleurs, à Montréal est une ville où plein de touristes s'installent quelques années, des étudiants étrangers, les gens arrivent, repartent. Québec, les gens s'installent, vivent là et des fois partent pour vraiment souvent revenir aussi parce que c'est une ville où on s'est enraciné. Moi, le nombre de gens de Québec que j'ai vus à Montréal et que j'ai surtout vu repartir, alors qu'on peut partir de Montréal et ne jamais y revenir. Mm-hmm. Et ça, peut-être que c'est aussi là-dessus qu'il faut miser. Ouais. Si on fait de la politique sans en faire, Québec, capitale, Québec, ville magnifique, soit dit en passant, qui est quand même sur le bord de l'eau, basse ville, haute ville, avec des fortifications. Ça serait l'une des plus belles capitales en Amérique. Mm-hmm. Mais une ville de l'enracinement aussi, ville qui mise là-dessus. Ouais. Oui, puis une ville aussi étendue quand même. Je pense au comté de Portneuf, par exemple, où j'ai été candidate en 2022. Le comté de Portneuf est desservi par un autobus qui part le matin à 6 heures d'un point fixe et qui revient à 6 heures ou 7 heures le soir. Donc, les jeunes qui habitent le comté de Portneuf, qui veulent aller au cégep, il n'y a pas de cégep dans Portneuf. Et c'est grand, le comté de Portneuf, ça monte jusqu'à Deschambault. Là. Donc, on monte loin. Quand je dis on monte sur le long du fleuve sur l'autoroute 40, là, ça va loin. Et Saint-Raymond-de-Portneuf, Deschambault, les gens qui habitent dans ces secteurs-là, les jeunes qui veulent aller au cégep, mais rester chez papa, maman, il y a un autobus qui part à 6 heures puis qui revient à 6-7 heures le soir. Puis tu le manques pas, là, c'est ton autobus. Mais si on va au cégep, nous, on n'a pas nécessairement des cours toute la journée, 5 jours semaine. Donc, de revenir ou de partir à cette heure-là, c'est pas toujours accommodant. Ces jeunes-là veulent occuper un emploi, par exemple. Donc, l'idée du transport en commun, vous avez juste à prendre le transport en commun comme si on était organisé pour ça et ça coûterait extrêmement cher. Puis, je suis pas en train de dire que ça prend du transport en commun plus dans Portneuf. Peut-être que la solution n'est pas là. Peut-être qu'il faut construire un cégep dans Portneuf. Mais c'est cette idée qu'on pense toujours, et ça revient à une tendance qu'on a, on pense toujours qu'on peut juger de la réalité des autres en partant de notre propre réalité. Comme si, moi, j'ai une petite voiture, moi, je prends le transport en commun, tout le monde peut le faire. Comme si, toi, la manière que tu as choisi de vivre ta vie, où les enjeux, les obstacles, les limites, tes considérations à toi ne sont pas les considérations des autres. L'environnement que tu connais autour de toi n'est pas l'environnement des autres. Et même si tu as déjà habité à Québec, puis tu sais bien trop comment que c'est à Québec, tu étais peut-être à Sainte-Foy, puis tu étais bien desservi par un réseau, mais si moindrement tu étais un peu éloigné du centre-ville, tu te serais aperçu rapidement que tu es mal desservi et que la réalité territoriale, la densité urbaine, la quantité de population qu'il y a là ne permet peut-être même pas, on n'a pas les moyens de développer un système plus complexe. Bref,
tout est toujours dans la nuance, dans la complexité. Puis ça, faut être ouvert à l'entendre. Ben oui, tout à fait. Mais là, vous me parlez de fierté. Vous avez vous-même utilisé le mot nationalisme, capitale, Québec, capitale nationale. Moi, il y a une question que je n'ai jamais entendu personne vous poser. C'est donc une réponse qui m'échappe. Êtes-vous indépendantiste? C'est effectivement, j'ai jamais répondu. On m'a jamais posé cette question-là publiquement. C'est sûr que comme j'ai fait le choix d'être candidate avec la CAQ en 2018, avec le Parti conservateur en 2022, on a automatiquement pris pour acquis que j'étais fédéraliste. Je suis pas nécessairement fédéraliste, je suis pas nécessairement non plus souverainiste. Je vous dirais que je suis ouverte. Je suis ouverte à la question. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse passionnément. J'ai jamais voté au référendum en 1995. J'avais pas l'âge légal pour voter. Donc, j'ai jamais voté au référendum. Je sais pas ce que j'aurais voté. Je viens d'une famille où j'ai un père qui est fédéraliste et une mère qui est nationaliste. Donc, j'ai grandi dans le oui puis le non. Peu de militantisme parce que mes parents, ils se respectaient dans leur position. Alors, je me souviens de l'époque du référendum 95. J'étais quand même à l'école secondaire. J'étais assez vieille pour me rappeler des pancartes du oui et du non partout. Puis, je me souviens de m'avoir longtemps posé la question, mais moi, si j'avais le droit de vote, serais-tu oui ou non? Serais-tu oui ou non? Et j'ai pas eu à me positionner. Maintenant, plus je vieillis, plus je m'intéresse à l'économie, à l'histoire, plus je regarde les choses aller, plus j'ai du bagage, de l'expérience. À l'avenir aussi, puisque vous avez des enfants. Ben oui. Puis mes enfants, eux autres aussi, sont très politisés. Donc, ils reviennent à la maison. Comment c'est possible? Mon fils revenait à la maison récemment, il me disait... Ça n'a pas de bon sens, maman. Savais-tu que... Tu sais-tu tout ce que Pierre-Éliott Trudeau nous a fait? Non, mais sais-tu vraiment tout ce qu'il nous a fait? Non, mais raconte-moi ce que tu sais, parce que moi, j'en ai appris beaucoup, là, puis je veux que tu me dises tout ce que tu sais. Ça n'a aucun sens qu'on ait un aéroport qui porte son nom, maman. Ça n'a aucun sens. Et alors, on se met à entrer dans des discussions. Ça me fait évoluer, moi aussi. Puis, je fais pas partie des personnes qui sont très dogmatiques ou fermées ou qui changent pas d'idée. Ouais, alors, je suis vraiment ouverte, sincèrement. Je suis ouverte à l'option souverainiste. Je me questionne beaucoup. Puis, on verra quand on sera rendu là. Oui, c'est ça, parce que la question ne se pose pas vraiment en ce moment, mais j'ai l'impression que Jacinthe Evarel, elle cherche celui ou celle qui va le plus rendre fiers les Québécois. Ouais. Donc, si c'est un fédéraliste qui propose le projet de rester dans le Canada, mais au nom de la fierté, ce sera lui ou elle. Puis si c'est un souverainiste, ce qui serait normalement plus naturel, ce sera peut-être cette option-là. Oui, absolument. Je veux rester ouverte à ça. Et puis, il y a quelque chose que je trouve qui est mal compris, qui est mal perçu dans le débat public sur la question identitaire ou la question nationale. On parle souvent de faire l'indépendance et après, l'État sera à droite ou à gauche. Puis je fréquente beaucoup dans mon réseau là, de conservateurs ou de gens de droite, des gens qui s'opposent fermement à la question indépendantiste en disant, il faudrait qu'on ait une constitution qui nous démontre que X, Y, bref, il y a des conditions. Il y a les nationalistes qui disent, on ne pose pas de conditions à l'indépendance. Et au travers de tous ces questionnements-là, moi, je me dis toujours... Une chose est sûre, si on veut que collectivement, on ait contaminé assez de gens, ou contaminé, ça fait un peu péjoratif, mais si on veut que collectivement, on ait répandu l'amour, la fierté, l'idée qu'on est capable de le faire seul, qu'on a besoin... Cette idée d'indépendance, cette idée de briser les chaînes et d'assurer notre propre indépendance, notre propre destin. Ça, là, on va y arriver collectivement si on y arrive individuellement. Et j'ai tenté d'avoir des discussions parfois avec des souverainistes ou avec des conservateurs là-dessus, puis on dirait que les gens se braquent dans leur prison idéologique, là. Moi, ce que je dis, c'est que si individuellement, on attend tout de l'État, si individuellement, on n'est pas ambitieux puis on n'a pas de fierté parce que, on va avoir un chèque du gouvernement, parce que le gouvernement va prendre en charge, le gouvernement va décider, comment voulez-vous que cette nation-là, collectivement, elle ait soif de souveraineté, elle ait soif d'indépendance, puis elle ait soif de fierté, si individuellement, on a nourri cette espèce de sentiment que l'État doit nous prendre en charge, l'État va générer,
On se ramollit individuellement et une société de gens individuellement ramollis ne peut pas donner une nation collectivement portée par l'indépendance ou portée par ce désir de s'émanciper. Le désir de s'émanciper, il doit partir de moi dans ma vie. Nous, individuellement, dans notre vie, on a envie de s'émanciper, on a envie d'être libre. Personnellement, individuellement, on a envie d'être fier, on a envie d'être indépendant individuellement avant de l'être collectivement. Il me semble que ça va de soi, mais quand je parle de ça, je perds tout le monde. Je perds autant les souverainistes que les conservateurs. Je réussis pas à... alors, je me dis, bon, ben, encore une fois, je fais la démonstration que je ne fit pas dans une petite case, mais c'est ces questionnements-là qui m'animent depuis quelques années maintenant, qui font que je suis capable de dire, ben, je suis ouverte, oui, à la souveraineté, mais je vais plus loin. Je me dis, mais si on veut que collectivement, on pense à se doter d'une constitution, on pense à se doter de notre propre C'est ça, ça pays, prend nos des propres gens règles, qui ont la volonté. Parce que c'est vrai individuellement, que ce projet-là a souvent été présenté puis par les intellectuels oui, comme quelque chose qui dépassait le quotidien et l'actualité de nos sentiments oui, et des scènes de la vie courante, oui, mais ça reste que c'est un projet qui est fondamentalement enraciné dans la vie. ben oui, C'est-à-dire qu'il faut le présenter comme ça. C'est-à-dire, oui, est-ce que vous voulez être plus libre? Ah, mais moi, je suis libre suffisamment dans ma vie. OK, d'accord. Mais l'indépendance politique, c'est plus de liberté aussi dans la vie, normalement. Puis oui, mais ça, c'est de la faute. Si c'est une faute, beaucoup des gens qui ont rendu cette question-là hautement intellectuelle oui. et pas suffisamment quotidienne, pas suffisamment ancrée dans la vie courante. Et cet argument-là que vous nous suggérez, moi, je l'entends souvent, à savoir, ben, si les gens ne veulent pas se déniaiser, si les gens ils veulent s'en remettre à l'État, qui est en quelque sorte notre seconde Église dans notre histoire, Ouais. eh bien, ils ne voudront pas de faire l'indépendance. Mais il y a des gens qui pourraient vous répondre, et je vais me cacher derrière eux parce que c'est un peu mon opinion, que ça prend parfois un coup de pied dans le cul. Et parfois, c'est un projet de société qui nous déniaise, qui nous pince la faufoune. Puis c'est à partir de là qu'on se découvre soi-même, en fait. On pensait qu'on était des gens encabanés qui préféraient les pantoufles à l'aventure. Et là, soudainement, on est capable de faire ça parce qu'on a suivi la voie d'un René Lévesque, d'un Jacques Parizeau ou, par exemple, d'un autre personnage qui pourrait se présenter à l'avenir. Et là, on se redécouvre soi-même. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait qu'on fonctionne dans le désordre, mais la vie et l'histoire est faite de désordre comme ça, des fois. Oui, mais moi, j'y crois pas. Je crois pas qu'on peut semer des valeurs collectivement si on les a pas semées individuellement. Je crois pas à ça. Je pense que c'est ce qui va faire qu'on n'aura jamais le plus que 50% d'adhésion à un projet comme ça si on travaille pas d'abord pour avoir une société qui est individuellement animée par certaines valeurs. Et ça, ben, ça se sème sur le plan individuel. Nos enfants, quand ils décident de quitter le nid, quand ils décident de s'émanciper, quand ils décident de partir, c'est parce qu'ils nourrissent des valeurs, certaines valeurs qui nécessitent le détachement avec les parents. C'est sur le plan individuel qu'on est porté finalement à adhérer ensemble à un autre projet parce que ça ne nous fait pas peur ou parce que individuellement, on se sent solide, on se sent fier, on Oui, se à sent... s'inspirer Ouais. collectivement. Moi, je pense qu'on a tout intérêt à nourrir ça sur le plan individuel, d'abord et avant tout. On s'y prend à l'envers. Moi, je pense quand et c'est ce que je constate dans l'histoire, on a voulu insuffler collectivement, soyez fiers, soyez confiants, voyez dans l'avenir. Attends, mais si je parle individuellement à ces familles-là, si je prends chaque individu puis je m'assois avec, je me rends compte qu'il manque ces valeurs-là, cette étincelle, cette foi, cette confiance en ses propres moyens, cette soif de penser par soi-même aussi. Et c'est là où tout le formatage puis l'endoctrinement est néfaste à tout projet souverain. Parce que quand on formate les pensées, on empêche l'esprit critique. Et si on empêche l'esprit critique, on enferme dans une bulle de non-confiance. La confiance, ça se développe quand on apprend à raisonner par nous-mêmes, à questionner, à être un libre penseur. Ça demande beaucoup de confiance. Puis quand on alimente ça, après ça, la prochaine étape, c'est bon, est-ce qu'on peut s'émanciper en gang? On a le goût d'entraîner les autres autour de nous ou on se laisse entraîner. La politique en 2026?
Je le sais pas. Je le sais pas. Vous savez pas, donc c'est même pas un nom, ça. C'est incroyable. Ah non, mais je peux pas me positionner parce que tout change tellement. C'est vrai. Il y a tellement de surprises qui nous arrivent toujours en politique, dans l'actualité, que je peux pas dire non ou oui. Une chose est sûre, c'est que j'ai 46 ans, donc ça pourrait arriver à nouveau. Je suis encore jeune pour la politique. Est-ce que ça sera en 2026? Est-ce que ça sera beaucoup plus tard? Je le sais pas. Euh, je le sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, j'adore la posture que j'ai. Cette posture où oui, souvent, j'ai des idées plus de droite, j'ai des idées plus conservatrices, mais en même temps, j'adore saluer les bons coups que le Parti québécois fait. J'adore saluer les bons coups que le Parti libéral du Québec fait. Là, je précise, Parti libéral du Québec. J'aime sa structure économique du Parti libéral et cette posture-là de liberté, de pouvoir saluer certaines initiatives, pouvoir critiquer d'autres initiatives, peu importe de quel parti ça vient. J'aime beaucoup ça. C'est sûr que si je me relançais en politique, je serais contrainte un peu dans un carcan. Et ça, ben, c'est un peu contre nature, mais je dis pas non non plus. Ouais, pourquoi ne pas inventer une prochaine catégorie qui s'appellerait Jacinthe Avarel? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous Merci. d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, ben, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager le contenu, commenter. Le bouche à oreille, ça fonctionne. Et nouvelle fonction maintenant, fonctionnalité, vous pouvez vous abonner pour la modique somme de 6,99 par mois à pouvoir consulter le contenu à l'avance. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup.